Tina Turner semblait avoir la vie parfaite. Elle avait une carrière incroyable qui s'étendait sur des décennies, au cours desquelles elle a remporté pas moins de 8 Grammy Awards, un chiffre impressionnant qui témoigne de son talent inégalé et de sa persévérance dans l'industrie musicale. Elle était mariée à un homme merveilleux dans les dernières années de sa vie, Ervin Bach, qui est devenu son pilier après tant d'épreuves. Et elle avait une horde de fans adorateurs qui la vénéraient comme une reine du rock, une icône intemporelle dont les performances électrisantes ont marqué des générations entières. Mais sous cette vie apparemment parfaite, il y avait beaucoup de choses que Tina Turner cachait au monde. Des secrets enfouis, des douleurs profondes, des luttes invisibles qui ont forgé son caractère d'acier. Après son décès, il y a presque un an précisément le 24 mai 2023, son mari Ervin Bach se confie enfin sur les luttes de Tina dans les années précédant sa mort. Et certaines de ses confessions vous laisseront choqués, révélant une facette plus sombre et plus humaine de cette légende. La vie de Tina Turner est encore plus tragique et incroyable que beaucoup ne le réalisent. C'est une histoire de résilience, de triomphe arraché à l'adversité, et de leçons de vie qui transcendent la musique. Pour commencer, son vrai nom n'est pas Tina. Elle est née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee, une petite ville rurale où la vie était rude et imprégnée de l'héritage du Sud-américain. Nutbush, avec ses champs de coton infinis et ses routes poussiéreuses, était un endroit où les rêves semblaient lointains, confinés aux limites des plantations. Ses parents, Floyd et Zelma Bullock, travaillaient comme métayers, un métier épuisant qui consistait à cultiver la terre pour d'autres, souvent dans des conditions précaires. Anna Mae, qui deviendrait plus tard Tina, a passé ses premières années à cueillir du coton à leur côté, les mains abîmées par les épines, sous un soleil implacable. C'était une enfance marquée par le labeur physique, où chaque jour se ressemblait, rythmé par les saisons agricoles. Mais cette routine fragile allait bientôt être bouleversée par des événements mondiaux bien plus vastes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, l'année même de sa naissance, leur vie a pris un tournant dramatique. Les États-Unis, entrant en guerre après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, mobilisèrent des ressources massives pour l'effort de guerre. Les parents de Tina ont saisi l'opportunité d'emploi mieux rémunéré dans une usine de défense à Knoxville, Tennessee, où ils contribuaient à la production de munitions et d'équipements militaires. C'était une chance de sortir de la pauvreté rurale, mais elle vint avec un prix élevé, une décision difficile qui allait marquer l'enfance de leur fille. Ils ont laissé Tina et ses deux sœurs, Aline et Evelyn, derrière eux, confiées à des membres de la famille. Tina a été envoyée vivre chez ses grands-parents paternels, des religieux stricts qui imposaient une discipline rigoureuse, ancrée dans les valeurs baptistes du Sud. Cette séparation signifiait qu'elle ne verrait ni ne jouerait avec ses sœurs pendant des années, créant un vide émotionnel profond. Les enfants, déracinés, devaient naviguer seuls dans un monde où l'absence parentale pesait comme une ombre constante. Ce n'est qu'à la fin de la guerre en Europe, en 1945, que les enfants ont été réunis avec leurs parents. La famille Bullock tenta de se reconstruire à Nutbush, mais les tensions sous-jacentes exacerbées par les années de séparation commencèrent à fissurer les liens familiaux. L'expérience d'enfance la plus douloureuse de Tina était encore à venir. À l'âge de seulement 11 ans, en 1950, Tina Turner a vécu un incident profondément traumatisant qui l'a marquée à vie. Cette année-là, sa mère, Zelma, a brusquement abandonné la famille sans prévenir, fuyant une relation abusive avec le père de Tina, Floyd. Zelma, lasse des disputes violentes et de la précarité, s'est enfuie à Saint-Louis, Missouri, une ville plus dynamique où elle espérait refaire sa vie. Elle laissa ses enfants derrière, sans un mot d'explication, ce qui plongea Tina dans un abîme de confusion et de rejet. Cet abandon a laissé Tina se sentir profondément non désirée et non aimée, ce qui a profondément impacté sa croissance émotionnelle. Elle se demanda souvent pourquoi elle n'était pas assez bien pour que sa mère reste, une question qui entrait ses relations futures et alimenterait son besoin incessant de validation à travers la performance. Le tumulte de la jeune vie de Tina s'est poursuivi jusqu'à son adolescence. 2 ans après le départ de sa mère, en 1952, son père s'est remarié avec une femme nommée Lorraine, mais les enfants ne faisaient pas partie du plan. Floyd et sa nouvelle épouse ont déménagé à Détroit, Michigan, cherchant de meilleures opportunités dans l'industrie automobile en plein essor. Encore une fois, les enfants ont été laissés derrière, comme des bagages encombrants. Tina et ses sœurs ont été envoyées vivre chez leur grand-mère maternelle à Brownsville, Tennessee, une autre petite ville rurale où la vie était tout aussi austère. Mais ici, Tina s'est affirmée. Après avoir été abandonnée d'abord par sa mère, puis par son père, Tina était devenue indépendante et avait commencé à tracer son propre chemin. Elle refusait de se laisser définir par ses rejets. Au contraire, il forgeait en elle une détermination farouche. Pendant son adolescence,
Tina travaillait comme femme de ménage pour une famille riche, nettoyant des maisons immaculées qui contrastaient avec sa propre précarité. Tout en vivant avec sa grand-mère, elle apprenait les rudiments de la survie, balayant des sols et lavant du linge pour quelques dollars. Une carrière dans la musique et le nom de Tina Turner était encore loin. Au lieu de cela, elle a affronté plus de chagrin. À son milieu d'adolescence, Tina a subi une épreuve dévastatrice. Sa demi-sœur Evelyn et deux cousins ont été impliqués dans un accident de voiture mortel. L'accident tragique a coûté la vie à tous, marquant le début d'une série de pertes qui allait profondément façonner l'avenir de Tina. Ce deuil prématuré l'a confrontée à la fragilité de la vie, renforçant son armure émotionnelle mais laissant des cicatrices invisibles. Quand Tina avait 16 ans, en 1955, sa grand-mère au Tennessee est décédée, emportant avec elle l'un des derniers ancrages stables de sa vie. Lors des funérailles, Tina a été stupéfaite de rencontrer sa mère, qui avait abandonné la famille des années plus tôt. Zelma, revenue pour l'occasion, a demandé à Tina et à sa sœur Aline de déménager à Saint-Louis et de vivre avec elle. Sans autre famille ou tuteur vers qui se tourner, Tina se sentait isolée. Rejoindre sa mère dans la ville animée est devenu sa seule option. Ainsi, il était temps pour Tina de quitter la vie de petite ville du Tennessee et d'embrasser les lumières brillantes et la scène musicale de la grande ville. Saint-Louis, avec ses clubs de jazz et de blues le long du Mississippi, était un hub culturel pour la communauté afro-américaine, influencée par les migrations du sud vers le nord pendant la Grande Migration. Pendant ses années de lycée à Saint-Louis, Tina Turner fréquentait souvent les boîtes de nuit et les lieux de musique avec sa sœur Aline. C'était une époque où la musique rhythm and blues émergeait, portée par des artistes comme Chuck Berry et Bo Diddley, originaires de la région. Une nuit au Manhattan Club, un moment décisif s'est déroulé lorsqu'elle a rencontré Ike Turner et son groupe, les Kings of Rhythm. Ike, un musicien talentueux mais controversé, connu pour son hit Rocket 88 en 1951, souvent considéré comme l'un des premiers enregistrements rock and roll, dirigeait un groupe dynamique qui faisait vibrer les clubs. Leur performance allait changer son destin et son nom. À seulement 18 ans, en 1957, Tina avait déjà affronté de nombreux défis, et maintenant, sa percée était à l'horizon. Captivée par Ike Turner et la musique de son groupe, Tina était déterminée à chanter avec eux, malgré l'absence de femmes dans le groupe. Ike a initialement ignoré ses demandes, la voyant peut-être comme une admiratrice enthousiaste plutôt qu'une artiste potentielle. Mais Tina a pris les choses en main. Lors d'une nuit cruciale en 1957, pendant la pause du groupe, elle s'est faufilée sur la scène et a saisi le micro derrière la batterie. Lors de sa performance improvisée, elle a interprété une ballade blues de B.B. King, You Know We Love You. Ce moment unique a tout changé. Sa voix puissante, rauque et pleine d'émotion, a immensément impressionné Ike Turner, qui l'a invitée à chanter davantage. Elle a pris possession de la scène pour le reste de la nuit, et peu de temps après, Ike lui a offert un rôle permanent en tant que chanteuse dans le groupe. Avec Tina, les Kings of Rhythm avaient maintenant leur reine. Malgré la notoriété qu'ils allaient plus tard atteindre en tant que couple, Ike et Tina n'ont pas commencé leur relation amoureuse tout de suite. Cela a pris un certain temps. Au début, Tina se concentrait sur d'autres relations. Elle a commencé à sortir avec Raymond Hill, le saxophoniste des Kings of Rhythm, tandis que sa sœur sortait avec le batteur. Cependant, cet arrangement a rapidement entraîné des complications. Encore adolescente dans sa dernière année de lycée, Tina s'est retrouvée enceinte de l'enfant de Raymond Hill. Lorsqu'elle a confié cela à sa mère, la réaction a été dévastatrice. Zelma était tellement contrariée qu'elle a mis Tina à la porte, rompant leur relation pour la deuxième fois. Sans autre option, Tina a emménagé avec Hill, qui vivait avec Ike Turner dans une maison partagée par le groupe. Tina a donné naissance à son fils Craig Turner en 1958, mais a rapidement fait face à un nouvel abandon lorsque Raymond Hill est retourné dans sa ville natale de Clarksdale, Mississippi, et n'est jamais revenu. Sans soutien familial et rejetée par sa mère, Tina s'est retrouvée mère célibataire, ne comptant que sur la musique et le groupe pour la stabilité et le soutien. Pendant cette période difficile, Tina Turner a fait face à la solitude et à la peur, mais elle a tiré parti de chaque moment. À seulement 19 ans, après avoir reçu des cours de chant d'Ike Turner qui la coachait sur la technique vocale et la présence scénique, Tina a enregistré sa première chanson intitulée Box Top, partageant les crédits avec un autre chanteur masculin du groupe. À l'époque, elle se faisait appeler Little Anne, un surnom affectueux qui reflétait sa jeunesse et sa petite stature. Mais une transformation significative était à l'horizon. Vers cette période, Ike Turner avait écrit une chanson pour Arla Cité et avait prévu une session d'enregistrement en studio. Tina était présente en tant que choriste, mais lorsque la Cité ne s'est pas présentée, elle a convaincu Ike de la laisser prendre le chant principal. Ike a accepté à contre-cœur,
prévoyant de remplacer les voix de Tina par celles de la cité plus tard. Mais le destin avait d'autres plans. La performance de Tina était si puissante, sa voix brute, pleine de soul et d'urgence, que Ike a décidé d'envoyer la bande à Sur Record, un label R&B à Saint-Louis dirigé par Juggy Murray. La réponse a dépassé les attentes les plus folles de Tina. Impressionné par la voix de Tina, le président de Sur Record, Juggy Murray, a acheté les droits de la chanson à Ike pour la somme impressionnante de $25 000, une fortune à l'époque pour un artiste émerge. Murray a également insisté pour que Tina soit la vedette du spectacle, avec une incitation financière substantielle. Ike a accepté et a baptisé sa chanteuse Tina Turner, un nom qu'il a inventé pour sonner plus commercial, inspiré de personnages comme Sheena, Queen of the Jungle. Le premier single de Tina, A Fool in Love, initialement destiné à un autre artiste, est devenu un succès sensationnel. Sorti en 1960, il a grimpé au numéro 2 des charts R&B et au numéro 27 des charts pop, lançant le duo Ike et Tina Turner sur la scène nationale. Dès le début, Ike Turner exerçait un contrôle sur Tina, allant jusqu'à déposer la marque Tina Turner. Cette mesure assurait que si Tina quittait le groupe, il pourrait la remplacer par une autre sous le même nom. C'était un signe troublant que Tina a malheureusement négligé, posant les bases d'une relation tumultueuse où elle devrait plus tard se battre pour son nom, sa musique et même sa propre sécurité. Leur union en tant qu'Ike et Tina a commencé lors d'une fête en 1960, à peu près au moment où A Fool in Love a été publié. Lorsque Tina et Ike ont commencé à avoir une relation romantique, Tina a cherché refuge dans la chambre d'Ike pour échapper aux avances d'un autre musicien, marquant le début de leur relation évoluant au-delà de l'amitié. Cependant, leur romance naissante a rapidement été confrontée à un obstacle majeur. Étonnamment, Ike était encore dans un mariage de fait lorsqu'il a commencé à fréquenter Tina. Il avait été marié plusieurs fois auparavant et avait des enfants d'autres relations. Cela aurait dû être un avertissement clair pour Tina que des défis l'attendaient, car Ike a continué à être infidèle tout au long de leur relation. Ces infidélités continues, souvent publiques et avec d'autres femmes y compris des choristes du groupe, sont devenues un problème récurrent. Mais Tina avait des préoccupations plus pressantes à affronter, comme élever son fils et construire sa carrière. Le groupe fut rebaptisé Ike et Tina Turner Revue, et ils se lancèrent dans de longues tournées à travers les États-Unis. Tina captivait le public avec son énergie électrisante et ses performances éblouissantes aux côtés de ses choristes danseuses, connues sous le nom des Ikettes, un trio dynamique qui ajoutait du glamour et de la chorégraphie synchronisée au spectacle. Pendant ce temps, Ike restait en arrière-plan, dirigeant le groupe comme un chef d'orchestre tyrannique, contrôlant les arrangements musicaux et les finances. Leur spectacle devint immensément populaire, leur permettant de se produire en tête d'affiche devant des publics mixtes, même dans les États du Sud où la ségrégation raciale était encore répandue. À une époque où le mouvement des droits civiques gagnait du terrain, avec des figures comme Martin Luther King Jr. menant la charge, Ike et Tina comblaient les fossés entre les publics blancs et noirs, ainsi qu'entre les scènes musicales Motown, poly et commerciales et rock plus rebelles et électriques. Tina Turner commença à porter des perruques dès le début de sa carrière, ce qui devint une marque de son image. Ce choix ne résultait pas de la vanité, mais des insécurités concernant son apparence et sa voix. Tina avait toujours été insécurisée par son apparence, c'est très fort, sa peau foncée dans un monde qui valorisait les standards eurocentriques, et pensait que sa voix était inhabituelle, trop rauque pour les normes féminines de l'époque. Pour compenser, elle se parait de perruques élaborées, de maquillage lourd et de robes flamboyantes, changeant souvent de tenue plusieurs fois au cours de chaque spectacle. Ce style unique, associé à ses mouvements de danse dynamiques, des pas rapides, des tours virevoltants, des jambes interminables en action, distinguait Tina des autres stars féminines de son époque, dont beaucoup se concentraient uniquement sur le chant, comme Aretha Franklin ou Diana Ross. En 1960, Tina et Ike accueillirent leur fils Ronnie, le deuxième enfant de Tina à l'âge de 22 ans. En 1962, il s'était installé dans une maison à Los Angeles, où Ronnie rejoignit le fils aîné de Tina, Craig, ainsi que les deux fils d'Ike issus d'une relation précédente, Ike Jr. et Michael, sous un même toit. Malgré ses inquiétudes quant à l'équilibre entre la vie familiale et un emploi du temps de tournée exigeant, des mois sur la route, des hôtels impersonnels, des nuits sans fin, les préoccupations de Tina étaient souvent ignorées. Ike Turner était implacable dans sa quête de succès dans l'industrie musicale, recourant souvent à la violence pour affirmer son contrôle. Le premier signe d'avertissement majeur que leur mariage ne serait pas un conte de fées apparut lorsqu'Ike insista pour qu'ils se marient dans la ville sordide de Tijuana, au Mexique, en 1962. Après une cérémonie civile terne, Ike emmena Tina dans un bordel où ils assistèrent à un spectacle en direct, une expérience si humiliante que Tina garda l'histoire pour elle pendant des décennies, la révélant seulement dans ses mémoires. Malgré de nombreux succès dans le top 10 des hits comme It's Gonna Work Out Fine en 1961 ou Powerful,
le succès public de Tina Turner masquait une vie personnelle sombre et sinistre. Au début de leur mariage, Tina exprima sa réticence à changer son nom et ses préoccupations concernant leur emploi du temps de tournée rigoureux. En réponse, Ike réagit violemment, la frappant avec un tendeur à chaussures en bois. Cet incident marqua le début d'une série d'épisodes abusifs, des coups, des insultes, des manipulations psychologiques. Souvent, Tina montait sur scène peu de temps après avoir été agressée par Ike, se produisant avec des lèvres contusionnées et des yeux au beurre noir, une épreuve épuisante qui la poussait à bout. La toxicomanie d'Ike, cocaïne, amphétamine et ses abus émotionnels et physiques ont lourdement pesé sur Tina. Il fut plus tard diagnostiqué bipolaire, mais son infidélité effrénée et ses exhibitions publiques avec d'autres femmes aggravèrent l'angoisse de Tina. Tout devint trop lourd à supporter. En 1968, Tina tenta une overdose de Valium, ingérant 50 pilules dans un moment de désespoir profond. Bien que Tina ait survécu à l'overdose, elle fut hospitalisée et réanimée. L'incident lui apporta une clarté frappante sur sa situation et renforça sa détermination à s'échapper, réfléchissant le départ précédent de sa mère d'une relation abusive. Ike et Tina Turner revue connut son plus grand succès en 1971 avec leur interprétation de Prue Marie de Creedence Clearwater Revival. La chanson atteignit la 4e place des charts, leur valut un Grammy Award pour la meilleure performance R&B par un duo ou un groupe, et catapulta Tina Turner au rang de star, avec des concerts à guichets fermés et des apparitions télévisées comme au Ed Sullivan Show. Pourtant, cette période de triomphe fut brusquement interrompue après que Tina se soit séparée d'Ike en 1976. Sa relation déjà tendue avec sa mère se détériora davantage. Zelma prit le parti d'Ike après le divorce, refusant de reconnaître les contributions de Tina à leur succès. « Elle n'a jamais voulu me donner de crédit pour quoi que ce soit », se rappelait Tina dans ses interviews. Quitter Ike signifiait que Tina n'avait rien. Elle n'avait même pas son propre nom, car Ike en détenait les droits. Elle vivait avec ses 4 fils Craig, Ronnie, Ike Jr. et Michael et une assistante personnelle, comptant sur les bons alimentaires pour survivre. Ce qui aggravait la situation était la menace constante de violence. Des voyous locaux, peut-être envoyés par Ike, tiraient sur sa voiture ou sa maison, la terrorisant au point qu'elle dormait dans un placard tandis que son assistante restait dans la chambre des enfants. Cependant, cette période terrifiante ne fit que renforcer sa détermination. En 1978, Tina Turner finalisa son divorce avec Ike Turner, coupant efficacement les liens avec son passé tumultueux et la relation abusive qu'elle avait endurée. Ses termes étaient simples, elle voulait 2 voitures Jaguar, quelques fourrures, des bijoux et, surtout, son nom Tina Turner. Ce nom deviendrait finalement son atout le plus précieux. Cependant, la route pour retrouver sa célébrité était raide. Tina se retrouva au plus bas, mais était déterminée à réaliser l'un des plus grands retours de l'histoire du rock. Pendant ce temps, Ike Turner luttait pour remettre sa vie sur les rails après le départ de Tina, combattant ses addictions et son comportement erratique. Il fit plusieurs séjours en prison pour possession de drogue et en cure de désintoxication. Sa vie prit une fin tragique en 2007 lorsqu'il fit une overdose fatale de cocaïne, alors qu'il souffrait d'un emphysème terminal. Tina choisit de ne pas assister à ses funérailles. Un porte-parole déclara: « Tina n'a eu aucun contact avec Ike depuis plus de 30 ans. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait. » Tina Turner a grandi entourée de la foi baptiste à la maison et dans sa communauté, avec des dimanches passés à l'église, chantant des gospels qui ont influencé sa voix soulful. Alors, comment est-elle devenue bouddhiste? Cela s'est produit à Los Angeles en 1973, pendant l'une des périodes les plus sombres de Tina. Introduite à la pratique bouddhiste du chant Nam Myo Orange Kyo par un ami, elle a trouvé du réconfort et de la clarté, ce qui l'a guidée sur son chemin. Pendant les années 1970, Tina consacrait jusqu'à 4 heures par jour au chant, trouvant de la force dans sa nouvelle pratique spirituelle. Son engagement était tel qu'elle a même eu l'honneur de rencontrer le 14e Dalai Lama en 2004. Discutant de la compassion et de la résilience. Après son divorce, Tina Turner a lutté dans une relative obscurité musicale. Malgré la poursuite de ses tournées, elle était perçue comme une relique du passé, se produisant dans des cabarets, des hôtels et de petits clubs de Las Vegas. Elle faisait face à des batailles juridiques concernant des dates annulées et des contrats de séjour avec Ike et Tina Turner revus. Dans l'industrie musicale, les opportunités pour une femme noire de plus de 40 ans étaient rares, et le soutien était difficile à obtenir. Une époque où l'agisme et le racisme étaient rampants. Pendant cette période difficile, Tina a pris une décision controversée qui la hanterait pendant des années. En 1979, elle a fait une tournée en Afrique du Sud, un pays profondément ancré dans l'apartheid, un système de ségrégation raciale condamné internationalement. En tant qu'artiste noire,
Tina a fait face à des critiques significatives pour s'être produite dans un pays sous sanctions mondiales, comme celles imposées par les Nations Unies. Elle a ensuite affirmé son ignorance de la situation politique, se décrivant comme naïve quant aux complexités du régime sud-africain à l'époque. Cette tournée, bien que financièrement nécessaire, a terni son image auprès de militants comme ceux du mouvement anti-apartheid. Un tournant est venu avec l'essor des vidéoclips au début des années 1980, grâce à l'arrivée de MTV en 1981. Tina Turner a saisi cette opportunité sous la direction d'un nouveau manager, Roger Davis, en sortant le single Ball of Confusion en 1982, qui a gagné un certain succès. Son apparition dans le clip vidéo marquait l'une des premières fois qu'une artiste féminine noire apparaissait sur MTV, brisant des barrières dans un réseau dominé par des artistes blancs comme Michael Jackson ou Madonna. Enfin, Tina commençait à reconstruire sa carrière. En 1983, Tina Turner se retrouvait avec un single qui bénéficiait d'une diffusion importante, mais notablement pas aux États-Unis. Sa popularité montait en flèche en Europe, en particulier au Royaume-Uni, où les maisons de disques commençaient à remarquer. En Europe, elle se tenait comme une artiste indépendante, loin de l'ombre d'Ike Turner, un nom qui n'avait plus d'influence. Cela marquait le début d'une année monumentale pour Tina Turner. À 45 ans, Turner atteignait enfin la célébrité sous son propre nom. Capitol Records l'a approché pour enregistrer un album, la mettant au défi de le terminer dans un studio au Royaume-Uni en seulement 14 jours. Des collaborateurs de la scène musicale britannique, dont Mark Knopfler de Dire Straits, ont contribué à l'écriture et à l'arrangement des morceaux. Cette entreprise était prête à propulser Tina Turner dans une sphère de renommée qu'elle n'avait pas encore connue. L'album Private Dancer, sorti en 1984, a catapulté Tina Turner pour devenir l'une des stars les plus en vue de l'histoire du rock. Il reste l'une des histoires les plus remarquables de la musique moderne. Le titre de l'album, What Has Love Got to Do With It, ainsi qu'au moins 5 autres singles comme Better Be Good to Me, Private Dancer écrit par Knopfler, et Let's Stay Together ont dominé les charts mondiaux. Private Dancer a vendu plus de 20 millions d'exemplaires, solidifiant le parcours triomphal de Tina Turner depuis son passé tumultueux. Cet album n'était pas seulement un comeback, c'était une renaissance, mélangeant rock, pop et soul avec une production moderne qui la positionnait comme une contemporaine de Prince ou David Bowie. Bien avant l'incident infâme du Super Bowl avec Justin Timberlake et Janet Jackson en 2004, Tina Turner faisait déjà la une des journaux. En 1985, elle a performé lors du méga-concert mondial Live Aid, organisé par Bob Geldof pour lutter contre la famine en Éthiopie. Pendant son duo avec Mick Jagger des Rolling Stones sur It's Only Rock'n'Roll, Jagger a dramatiquement arraché sa propre chemise, dansé vers Tina et arraché sa jupe. Elle a terminé la chanson en juste au corps noir, créant un moment dont on parlerait pendant des années, un mélange de sensualité et d'énergie brute qui captivait 1,9 milliard de téléspectateurs. Malgré le fait que le public la voyait comme une déesse du rock, Tina ne se percevait jamais ainsi. Elle remarquait souvent dans les interviews qu'elle était bâtie comme un poney, pensant que ses jambes et ses bras étaient plus maladroits qu'attrayants. Elle croyait qu'elle ne ferait pas tourner une seule tête dans sa ville natale de Nutbush. Le reste du monde, cependant, n'était pas d'accord. Même après avoir atteint un succès massif, Tina a connu des revers dans sa carrière. En 1991, le Rock and Roll Hall of Fame l'a intronisée, mais avec une tournure blessante. Au lieu de la reconnaître en tant qu'artiste solo, ils ont intronisé Ike et Tina Turner revus. Heureusement, Ike a manqué la cérémonie en raison de l'un de ses nombreux séjours derrière les barreaux pour des charges liées à la drogue. Tina a également choisi de ne pas assister, ne voulant compréhensiblement pas partager la vedette avec son agresseur. Quand vous vous retrouvez plus intéressé à décorer votre maison qu'à performer, il est peut-être temps de raccrocher. C'est exactement ce que Tina Turner a réalisé lors de sa tournée de 2009, Tina, 50th Anniversary Tour, qui a battu des records de recettes. Son cœur n'y était plus. Après une vie de bataille et de victoire, qui pourrait la blâmer? Dans de nombreuses interviews, elle a clairement indiqué qu'elle n'avait plus envie de se produire ou de partir en tournée. Préférant une vie tranquille. En 1986, Tina est arrivée à l'aéroport de Heathrow à Londres et a été accueillie par un cadre musical allemand nommé Erwin Bach, un producteur chez EMI. Ils se sont tout de suite bien entendus, marquant le début d'une autre relation significative pour Tina. Bach et Tina sont restés ensemble pendant plus de 3 décennies avant de se marier en 2013, lors d'une cérémonie somptueuse au bord du lac de Zurich. Mais peu après, le désastre a frappé. 3 semaines après leur mariage, Tina a subi un AVC sévère qui l'a laissée incapable de marcher. Cependant, après avoir surmonté tant d'épreuves dans sa vie, il n'est pas surprenant qu'elle ait réappris à marcher grâce à une rééducation intensive. Cependant, d'autres épreuves étaient encore à venir.
En 2018, Tina Turner a publié ses mémoires My Love Story, où elle a parlé de sa lutte contre le cancer intestinal en 2016. Ayant initialement opté pour des traitements homéopathiques plutôt que pour la médecine conventionnelle influencée par sa spiritualité bouddhiste, elle a fait face à des complications sévères, conduisant à une insuffisance rénale. Malgré les chirurgiens ayant retiré une partie de son intestin, ses problèmes rénaux persistaient. Pendant cette période sombre, la situation de Tina semblait désespérée. Elle avait besoin d'une greffe de rein et se sentait sans espoir, allant même jusqu'à envisager le suicide assisté. Elle s'était inscrite auprès d'une organisation en Suisse, se préparant à la fin. Cependant, un geste inattendu et magnifique a tout changé. Dans un acte d'amour profond, son mari Erwin Bach lui a offert l'un de ses reins. La greffe réussie a eu lieu en 2017, symbolisant leur lien profond. Tina Turner porte désormais littéralement une partie de son mari en elle. Peu de gens savent que Tina Turner a renoncé à sa citoyenneté américaine en 2013. Elle avait toujours été plus populaire en Europe, surtout dans ces dernières années, vivant à Zurich depuis 1994 avec son mari. Tina a demandé et obtenu la citoyenneté suisse en 2013, renonçant officiellement à sa citoyenneté américaine, citant des raisons fiscales et son attachement à la Suisse, où elle se sentait chez elle. Le mariage horrible entre Ike et Tina Turner est tristement célèbre, mais l'histoire de son évasion est encore plus éprouvante. En 1976, lors d'une tournée, Tina et Ike ont eu une violente dispute dans un hôtel de Dallas. Cette nuit-là, alors qu'Ike la battait, Tina a saisi le moment pour s'enfuir, vêtue de vêtements ensanglantés, avec à peine plus de 36 cents et une carte de crédit de station-service dans sa poche. Elle a couru chez un ami, puis a pris un vol pour Los Angeles, marquant le début de sa liberté. Peu de temps après, elle a demandé le divorce. Pardonner quelqu'un qui a causé tant de douleur est un voyage difficile. Lors d'un entretien pour la tournée promotionnelle de ses mémoires, Tina a déclaré au New York Times qu'elle avait pardonné à Ike Turner. Cependant, ce n'était pas une question de pardonner et d'oublier. Elle a expliqué: « Il m'a demandé de faire une dernière tournée avec lui, et j'ai dit non, absolument pas. Ike n'était pas quelqu'un que vous pouviez pardonner et laisser revenir. » Juste après avoir surmonté le cancer et récupéré d'une greffe de rein, Tina Turner a fait face à une autre tragédie dévastatrice. En juillet 2018, son fils Craig s'est suicidé à l'âge de 59 ans. Craig, le premier fils de Tina avec le saxophoniste Raymond Hill du groupe Dick à Saint-Louis, travaillait dans l'immobilier en Californie. Tina a dispersé ses cendres dans l'océan au large de la côte californienne, un geste symbolique de libération. Tina Turner est décédée le 24 mai 2023 à l'âge de 83 ans, dans sa maison en Suisse, des suites de complications liées à ses problèmes de santé. Bien que sa mort ait choqué beaucoup de gens, compte tenu de toutes les épreuves et tribulations qu'elle a endurées au cours des 2 dernières décennies, AVC, cancer, greffe, il est incroyable qu'elle soit allée si loin. Tina était vraiment une battante, et ses derniers jours ont été marqués par un détail magnifique. Dans ces dernières années, Tina profitait d'une vie paisible dans son manoir surplombant le lac de Zurich en Suisse. Une pancarte sur la porte de son domicile disait en allemand: « Ne sonnez pas avant midi », reflétant son désir de tranquillité après une vie sous les projecteurs. Tina Turner, tu étais simplement la meilleure. Repose en paix, tu le mérites. Le parcours de vie de Tina Turner était un témoignage de sa résilience, de sa force et de son esprit indomptable. De ses premières années tumultueuses à Nutbush, marquées par l'abandon et le labeur, à son ascension en tant qu'icône mondiale avec des hits intemporels, et enfin à ses jours paisibles au bord du lac de Zurich, l'histoire de Tina a inspiré des millions de personnes. En réfléchissant à son incroyable héritage, il est réconfortant d'entendre son mari Erwin Bach briser son silence et partager leur histoire d'amour et de survie. Quel est votre souvenir ou chanson préférée de Tina Turner? Commentez ci-dessous et dites-nous comment elle a impacté votre vie. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu célébrant la vie et l'héritage de l'incomparable Tina Turner. Merci de nous avoir rejoints. À la prochaine. Au revoir pour l'instant.